Nous allons reprendre pour cette deuxième audition en présence de Catherine Boineau, que je remercie beaucoup pour cet exercice. Cette fois-ci, nous avons voulu prendre le chemin d'une scientifique, notamment issue du domaine des sciences du vivant, mais en nous intéressant particulièrement à un type d'espèce animale en particulier, c'est-à-dire les poissons. Donc nous allons nous placer depuis le monde des poissons pendant une petite heure avec Catherine. Alors Catherine Boineau, vous êtes chercheuse en écologie à l'Université de Tours et vous étudiez les communautés de poissons et d'invertébrés aquatiques, ainsi que le fonctionnement écologique des hydrosystèmes. Vous êtes spécialisée dans les impacts des activités anthropiques sur les populations des poissons migrateurs notamment, et par ailleurs vous êtes également plongeuse et apnéiste en Loire. Vous aurez l'occasion de raconter tout ça. Alors, on avait envie de commencer toutes les deux, je crois, par une définition du poisson. Alors moi, je ne suis pas allée chercher très loin, évidemment. J'ai juste ouvert le dictionnaire où il est écrit que le poisson est un vertébré aquatique, respirant toute sa vie au moyen de branchies et pourvu de nageoires locomotrices. Quelle est votre définition du poisson ? Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est l'occasion de partager des choses de ma vie de scientifique et de pas scientifique, et puis de contribuer peut-être un petit peu à quelque chose qui sera peut-être un parlement de loi, on verra. Alors oui, moi j'ai eu envie de revenir sur ta définition, Lolita. Un poisson, pour moi c'est beaucoup de choses. C'est un animal, on est tous d'accord, et qui peut se déplacer. Ça c'est très important. C'est aussi un animal, alors je vais sortir un gros mot, qui est, on dit, poikilotherme, pour faire plus simple, à sang froid. J'aime pas ce mot-là, mais ça fait rien, vous comprenez mieux. Ça veut dire que, et ça c'est très très important, son activité, son développement, il est fonction de la température, et de la température de l'eau. Ça veut dire que son activité, quand les températures sont fraîches, elle va être faible, et puis au fur et à mesure que la température va s'élever, son activité va augmenter, passer par une phase d'activité maximale. À ce moment-là, on a une température qu'on va considérer comme la température optimale, et puis après, si la température elle continue à augmenter, l'activité de poisson elle va diminuer, mais des fois très fortement. Ça descend plus vite que ça ne monte. Donc ça, il faut bien le garder en tête, parce que les poissons, ils sont soumis à des températures cycliques, jour-nuit, saisonnières, et puis aussi interannuelles, et puis on a en ligne de fond aussi, le changement climatique. On a déjà une augmentation de la température de l'eau de la Loire entre les années fin 70 et début des années 2000 de plus de 2 degrés en moyenne sur toute l'année. Donc il faut que nos poissons, alors je dis poissons, mais tous les autres animaux qui sont comme ça, s'y adaptent. Alors c'est un organisme aussi aquatique. Donc ça veut dire qu'il va, pour nous qui sommes des vertébrés terrestres, ça va être difficile à appréhender. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve, nous les humains, des moyens, des outils pour les comprendre, les connaître. Mais ça veut dire aussi que lui, il a des organes d'essence qui sont différents des nôtres. Alors si on fait un petit peu le tour des organes d'essence chez les poissons, ils peuvent prendre des places très importantes suivant les espèces. Il y a la vue. La truite est un poisson qui va beaucoup fonctionner avec la vue. Elle va chasser ses proies à vue. Elle va définir son territoire, principalement en lien avec ce qu'elle va voir alentour. N'oubliez pas aussi, beaucoup d'animaux sont surtout sensibles quand on parle de la vue. Ce qui est important, c'est le mouvement. C'est pas je vois le monsieur là, et je vais mieux voir le monsieur si jamais il bouge la tête. Bon, je caricature un petit peu, hein, mais c'est ça, le mouvement c'est très important. Il y a évidemment le toucher. Alors le toucher chez les poissons, ça va être surtout au travers de ce qu'on appelle les barbillons, hein, qui sont des petits organes sensoriels, qui ne servent pas qu'au toucher, mais qu'on va rencontrer chez des poissons comme le poisson-chat ou le goujon. Chez eux, il n'y a pas le goût et l'odorat qui sont dissociés. Donc on va appeler ça goût-odorat. Donc ça aussi, c'est porté par les barbillons et puis par tout un tas de cellules, généralement, sur la tête. Et ça sert à repérer tous les produits qui sont dissous dans l'eau. Ça sert aussi à repérer un congénère,
aussi un prédateur. Hein. Louis, alors un peu moins peut-être pour les poissons d'eau douce, mais vous allez dans les poissons de mer, il y en a beaucoup. Et puis, chose que nous n'avons pas, spécifique aux poissons, c'est ce qu'on appelle la ligne latérale. Quand on regarde un poisson, qu'on le met sur le côté, on va voir, pour un grand nombre d'espèces, une sorte de petite ligne qui part de la tête et qui s'en va vers la queue. Et bien en fait, c'est un autre sens chez le poisson qui leur permet de percevoir les vibrations de l'eau et la pression de l'eau. Donc ils sont, au travers de ce sens-là, capables de repérer les vitesses du courant et l'arrivée, la pression exercée par une proie ou un prédateur. D'accord ? Donc on va bien garder ça parce que ils ont d'autres perceptions liées à leur milieu que nous on peut avoir, et quand on est scientifique, il faut qu'on tienne compte de ça. Alors justement, en tant que scientifique, nous voilà un peu plus familiarisés avec le poisson grâce à ta définition. En tant que scientifique, comment vous pouvez appréhender, comment vous pouvez mesurer les populations de poissons, les poissons, leur façon de vivre dans le milieu, et comment la science nous aide-t-elle à comprendre le monde des poissons ? Alors c'est une grande question avec beaucoup de choses. La science, j'ai envie pour ça de me référer à Mathieu Ricard et Jean-François Revel, qui dans leur échange entre le moine et le philosophe, nous disent que la science vise à élucider la nature, j'aime beaucoup ce mot-là, des phénomènes visibles et invisibles, et à les utiliser à la manière de la découverte de ces phénomènes. Pour nous, les scientifiques, ce qu'on cherche surtout à savoir, c'est comment ça fonctionne. Et ça peut être un objet, ça peut être un processus, ça peut être une structure. Pour certains, ça peut être une protéine, tout simplement. Pour d'autres, ça va être un tissu, le tissu cardiaque. Pour d'autres, ça va être un individu. Pour moi, par exemple, mon poisson de cœur, on va dire, c'est la lauze. On reviendra dessus. Pour d'autres, ça va être un écosystème. Pour d'autres, ça va être une société. Mais ça peut être aussi une crue. Comment ça arrive une crue ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la crue ? Comment elle va se propager ? Tout à l'heure, on parlait des sources de la Loire. Eh bien, comment est-ce que des épisodes sévenols vont nous générer des crues qui vont s'atténuer au fil du temps et au fil de l'espace, au fur et à mesure que l'onde de crue se déplace. Mais comment ça fonctionne tout ça ? C'est aussi étudier l'interaction entre un virus, par exemple, et puis son hôte. Donc on a, au travers de ça, différents niveaux d'organisation qui sont, et on a aussi des échelles spatiales qui sont différentes et des échelles temporelles différentes. Donc ça veut dire qu'en tant que scientifique, on est quelque part en permanence dans justement la permanence. Parce que tous ces trucs, tous ces éléments-là, c'est transitoire. Donc pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des théories. Des théories qui nous servent un peu de point d'appui à un moment donné, et puis que chacun, on va pouvoir faire évoluer parce qu'on aura compris des choses, parce qu'on aura développé des outils nouveaux qui nous permettront de mieux comprendre. Aussi, en tant que scientifique, on est obligé, quelque part, pour avoir un socle commun entre tous, sur la base de ces théories, de développer des protocoles. Vous avez tous entendu parler, un protocole de ceci, un protocole de cela. Quand on a des gros problèmes de santé, on vous propose de suivre un protocole, etc. Parce qu'en fait, c'est un moyen pratique qu'on a inventé, nous les humains, pour mieux comprendre ces structures ou ces processus. Donc on va passer par de l'observation, de l'analyse, de manière directe, mais aussi de manière indirecte. Et cette manière indirecte, ça va être en développant des outils. En développant des outils. Seulement, il y a Boris Cyrulnik qui nous dit que la capacité d'observateur, elle dépend de la manière dont il a construit sa faculté d'observation. Que notre histoire personnelle, biologique, sociale, elle influence nos capacités d'observation.
Et que ça aussi, c'est constamment en évolution. Donc, on va essayer, en tant que scientifique, eh bien, de regrouper tout ça, de en faire quelque chose qui sera constructif, qui va nous aider à comprendre comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, et comment ça peut nous aider à comprendre l'étape d'après. Est-ce que, justement, toi, pour comprendre les poissons, qui sont notamment la lauze, hein, tu nous disais, qui est cette espèce de poisson ligérienne que tu observes, quels sont les indices que tu cherches? C'est-à-dire que tu nous as dit que c'était le fruit d'une observation et d'une analyse directe, donc j'imagine que tu cherches à approcher au plus près des populations de poissons, mais aussi indirecte. Par exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'éléments que tu observes qui te permettent de comprendre le fonctionnement du poisson, de la lauze par exemple, sans être en relation directe avec le poisson? Alors, la lauze, pour faire très court, c'est un poisson migrateur de la famille de la sardine, mais qui a le même type de cycle que le saumon. À la différence du saumon, c'est qu'elle ne va pas aller aussi loin à l'intérieur des terres, elle ne va pas remonter aussi haut dans les bassins versants. Néanmoins, sur le bassin de la Loire, les frayères historiques, elles se situaient, on en trouvait jusqu'à Saint-Étienne par exemple, Roanne, on en a à Vichy par exemple actuellement. Donc les zones de reproduction de la lauze vont être un tout petit peu en dessous, à l'aval, de celle du saumon. Par contre, la lauze, elle est un petit peu moins stricte en termes de habitat, on va dire, au moment de sa reproduction, que le saumon. Donc elle va avoir le gros avantage de se distribuer sur un plus grand nombre d'affluents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser, c'est sa présence ou son absence et son abondance. Alors après, comment est-ce qu'on les contacte, échantillonne, etc. Alors il y a plusieurs méthodes dans le domaine de l'étude des poissons. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils qui sont à disposition. Je dirais il y en a un qui est très ancien, traditionnel. On va mettre des pièges dans l'eau. Les pièges, ça s'appelle les nasses, ça s'appelle les verveux, ça s'appelle les encros, suivant les endroits où on est. Et puis on va relever l'engin et on regarde ce qu'il y a dedans. Et puis s'il y a un poisson qui nous intéresse, on va pouvoir faire éventuellement des mesures dessus, sinon on va les remettre à l'eau. Seulement, c'est quand même... ça ne permet pas de prendre tous les poissons, puisque vous allez poser un engin à un endroit donné, mais vous allez utiliser un habitat particulier. Donc on a essayé, il y a eu des nouvelles techniques qui sont apparues, c'est ce qu'on appelle la pêche électrique. Alors, j'ouvre tout de suite une parenthèse, ne pas confondre les programmes de pêche électrique qui sont prévus, qui sont réclamés par les Hollandais, avec la technique de pêche électrique qu'on utilise dans le milieu scientifique. Si vous voulez, après tout ça, je veux bien qu'on revienne sur les histoires avec la Hollande, mais c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est un outil scientifique, de l'autre, c'est, excusez-moi, je vais le dire carrément, c'est un outil d'exploitation du milieu. Donc là, la pêche électrique, on va, en fait, faire passer un courant électrique dans l'eau de façon à immobiliser le poisson pour pouvoir le récupérer. Dès qu'on le sort du champ électrique, il est complètement en forme. Et puis là, on peut l'endormir, le mesurer, le peser, éventuellement prendre des écailles, etc. Il y a encore des techniques bien... Alors, ça répond à des objectifs particuliers. Il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, c'est faire du radiopistage. C'est-à-dire qu'on va mettre un émetteur sur ou dans le poisson, et puis après, on va le suivre avec un récepteur, et ça permet par exemple de mesurer sa vitesse de déplacement, ça permet de voir s'il est coincé quelque part, est-ce qu'il a un obstacle au cours de son déplacement. On peut utiliser, ce matin on a entendu parler d'hydrophones. On peut mettre des hydrophones aussi dans l'eau, par contre il faut aussi marquer les poissons, et puis les hydrophones, vous pouvez les disposer à différents endroits, le long d'un axe ou à proximité d'un barrage, ou si vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau d'un barrage qui fait obstacle à la circulation, eh bien, on installe les hydrophones pour comprendre les circuits des poissons. Est-ce qu'ils trouvent l'entrée de la passe à poissons, si on a une, quel endroit est présent, à droite, à gauche,
gauche, etc. Il y a aussi un très bel outil qu'on peut utiliser. Alors là, qu'on peut utiliser pour le moment que pour savoir si l'espèce elle est là ou elle n'est pas là. C'est l'ADN environnemental. Alors l'ADN environnemental, c'est tous les petits morceaux d'ADN que chaque individu laisse dans le milieu. Hein. Donc c'est pour un poisson, eh bien, l'eau qui passe sur ses bronchies, qui vont donc lui apporter de l'oxygène, vont emporter des cellules. Hein. Le poisson fait caca dans l'eau, eh bien, ça se dissout et en même temps, vous avez des petites cellules du tube digestif qui s'en vont. Il perd une écaille avec un petit peu de peau. Vous avez des petites cellules qui donc vont contenir de l'ADN de l'individu et bien évidemment de l'espèce qui vont être dans l'eau. Donc l'ADN environnemental, c'est une super technique. Vous faites un prélèvement d'eau que vous passez sur un filtre qui va retenir les particules d'ADN et ensuite on peut, grâce à des techniques particulières de biologie moléculaire, identifier toutes les espèces qui sont présentes dans l'eau. Ça, c'est vraiment fabuleux. Donc on l'utilise beaucoup maintenant pour aussi reconnaître la progression d'une espèce à l'intérieur d'un réseau hydrographique. On va l'utiliser aussi pour repérer des espèces nouvellement arrivées ou des espèces qui seraient en régression et on veut vérifier leur disparition d'une partie d'un bassin versant ou d'un tout petit sous-bassin versant. Donc on a beaucoup de techniques à disposition, mais qui répondent chacune à des objectifs particuliers. Et tu nous disais que tous ces outils de mesure que tu nous présentes, on peut supposer qu'ils changent la perception aussi individuelle du chercheur, en tout cas qu'ils changent sa manière de se représenter le fonctionnement de l'espèce avec laquelle il travaille. Et notamment, dans ton cas, je crois que l'arrivée de la plongée dans ta pratique de chercheuse et aussi peut-être en dehors de tes activités de recherche, a modifié également, en tout cas, t'a fait rencontrer le milieu un peu différemment. Est-ce que tu peux nous raconter ce choix de la plongée aquatique pour aller à la rencontre de ton objet d'étude et qu'est-ce que ça a changé dans la perception? Alors, c'est vrai que quand on est chercheur, on est plus souvent sur l'eau ou à côté de l'eau que dedans. Et c'était quelque chose qui me manquait un peu. Donc, j'ai eu l'occasion d'apprendre la plongée, d'aller sous d'autres cieux, on va dire. Et là, j'ai découvert les poissons dans leur milieu, qui ne s'occupaient pas de nous. Et je trouvais ça absolument formidable. Donc je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas essayer ça dans la Loire? Et puis, dans le cadre de mes travaux, j'ai été amenée à travailler sur le silure. Et notamment, j'avais un programme qui visait à estimer les densités de silure dans des portions de Loire. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une portion entre Veuve et puis Montlouis-sur-Loire. Et là, je me suis dit, on va utiliser des techniques modernes. Donc, pour estimer ces densités de silure, on a fait faire un scan de la Loire par drone avec des photos. Et puis les drones, j'avais pas les moyens d'avoir un drone aquatique, puis ça n'existait pas encore bien à l'époque. Et puis les drones, ça s'en va pas sous les arbres et ça s'en va pas dans les tas de bois. Et dans la Loire, il y a plein de tas de bois et ça c'est formidable. Et donc pour aller voir ce qu'il y avait dans les tas de bois, on a plongé en apnée. Et là, on a vraiment une autre perception du monde, pas seulement des poissons, mais du monde aquatique, quoi. On a déjà ce qui est pour nous une surface devient un volume, et ça c'est très important parce qu'on comprend mieux. On voit les espèces dans leurs activités, et ça c'est intéressant de voir comment elles peuvent cohabiter, quels sont les habitats qu'elles vont choisir. Cette espèce-là, elle va être sous tel type de tas de bois, celle-là, elle va plutôt être dans les endroits où il y a du courant, etc. Donc ça apporte une autre source d'information finalement, une autre perception, parce que là c'est plutôt vous l'étranger, et vous n'êtes pas forcément avec une grande autonomie, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans cette approche-là, c'est que quelque part ça nous remet peut-être un peu à notre place, différemment. Et ça, en tout cas moi, ça m'a amené à reconsidérer ma position, ouais, c'est ça,
Et en même temps, vous avez, d'un point de vue esthétique, quelque chose de très joli, parce qu'il y a des lumières au travers des arbres, au travers de la couleur de l'eau, qui sont vraiment agréables. Alors par contre, vous avez aussi, c'est aussi l'occasion de voir des choses qui font peut-être pas forcément plaisir, comme quelques déchets. Encore, je trouvais qu'il n'y en avait pas énormément sur les kilomètres parcourus. Et puis, ça permet aussi, je pense, une approche plus sensible de certains processus qui opèrent, qu'on voit d'une certaine manière, justement avec des outils, des indicateurs plus ou moins institutionnels. Et puis là, on les voit dans le milieu direct. Donc, je sais pas, moi, ça m'a fait réagir plus rapidement. Et alors justement, où on en est aujourd'hui de la compréhension écologique des poissons de Loire, quelles sont les grandes tendances que tu pourrais nous partager en termes d'évolution, où en sont les populations de poissons de la Loire, selon toi? Est-ce que tu pourrais nous faire état, en quelques minutes malheureusement, de la qualité du milieu? Alors on va couper un petit peu en deux. D'un côté, peut-être les poissons migrateurs, et puis les poissons, alors je vais pas dire sédentaires, parce que tous les poissons se déplacent. Les poissons, alors, je vais vous dire poissons amphiales, c'est-à-dire ceux qui vont aller séjourner en mer pour une fonction et pour une autre, et puis les autres. Et avant, je veux juste dire une chose. Dans les écosystèmes aquatiques, il y a une hiérarchie dans les paramètres environnementaux. Les paramètres primordiaux, ceux qui régissent le fonctionnement de l'écosystème, c'est les facteurs physiques. Et le premier des premiers, c'est l'hydrologie, c'est-à-dire les variations du niveau d'eau. Donc, crue, étiage, etc. Ça, c'est les premiers. On en a un autre qui est très important, c'est la température. Puisque, il faut savoir que sur cette planète, la majorité des êtres vivants, c'est des animaux qui ne régulent pas leur température. Ensuite, le second niveau, qui va régir l'organisation des êtres vivants, ce sont les facteurs chimiques. Alors on en a un là qui est très important dans l'eau, c'est l'oxygène dissous. Et on n'oublie pas que l'oxygène dissous est fonction de la température. Plus notre température augmente, moins il y a d'oxygène. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, avec des étés comme on a eu cette année. La température de la Loire, elle est montée à certains endroits à plus de 30 degrés. À plus de 30 degrés, vous n'avez plus beaucoup d'oxygène dans l'eau. Et si en plus le courant est très très lent, vous en avez encore moins, parce que plus votre courant est turbulent, plus vous avez donc un mélange air-eau, et du coup plus vous avez d'oxygène dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Dans les paramètres aussi très très importants, on va avoir l'azote et le phosphore. Ces deux-là, on les retrouve naturellement dans les cours d'eau, mais nous, les humains, on a quelque peu bouleversé les cycles de ces éléments, et du coup on en a un peu beaucoup, voire en excès, dans certains de nos écosystèmes. Et puis le troisième niveau de paramètres, c'est les interactions biotiques, c'est-à-dire qui mange qui parasite qui cohabite avec qui. Mais si on veut comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes, il faut bien respecter cette hiérarchie-là. Alors, pour essayer de répondre un petit peu à ta question, Lolita, les tendances d'évolution. Alors, j'ai envie de dire, déjà, très très global, au moins sur la Loire, si on prend les années 1980 et puis maintenant, je dirais, plus, on a une évolution vraiment, pas pour toutes les espèces, j'ai dit en global, une amélioration pour les poissons. Et cette amélioration-là, elle est essentiellement due à l'amélioration de la qualité des eaux. Et cette amélioration de la qualité des eaux, elle est due à tous les programmes qui ont été lancés, de divers et variés, stations d'épuration, réduction des intrants en agriculture, etc. Donc on a vu ce qu'on a vu, c'est alors, quand on a des cours d'eau qui sont très 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 riches en matière organique,
on va dire qu'ils sont eutrophes. Et bien, la Loire, elle était eutrophe au début des années 80, et maintenant, quelque part, elle fait une sorte de chemin arrière, même si ça n'existe pas en vrai, hein, mais elle s'en va vers une amélioration de la qualité de l'eau, principalement parce qu'on n'a plus de pollution organique grâce aux stations d'épuration, et on a une réduction de l'azote et du phosphore qui ont amélioré les conditions physico-chimiques. Par contre, on pourra y revenir, ça a créé des nouveaux jeux. Mais je vais rester sur les poissons. Donc il y a un certain nombre d'espèces de poissons qui ont bénéficié de cette amélioration de la qualité de l'eau, parce qu'elles ont retrouvé des conditions environnementales qui leur convenaient mieux. On a le goujon, par exemple, a vu son abondance réaugmenter. La blette aussi. Par contre, évidemment, il y en a qui en ont pâti, puisqu'elles ont perdu des conditions environnementales. Le poisson-chat, par exemple, hein, il s'est retrouvé avec des conditions qui n'étaient plus qui ne correspondaient plus à ces exigences écologiques. Donc ces populations ont fortement régressé. Même chose pour le sandre. Le sandre est un poisson de milieu eutrophe. Hein, et ben, l'eutrophisation de la Loire s'étant arrêtée et ayant régressé, ben, le sandre ne trouve plus les conditions qui lui convenaient, qu'il avait rencontrées quand il avait été introduit. Si on regarde du côté des poissons migrateurs, alors c'est un peu plus compliqué, parce que eux, c'est alternance entre eau douce et eau de mer. Alors, la mer, c'est, pour certains, encore une sacrée grosse boîte noire. Hein. Pour d'autres, on en sait un petit peu plus, mais c'est quand même une phase de la vie qui est une grosse boîte noire. Alors, si on prend... je vais essayer de ne pas prendre le saumon, parce qu'on parle tout le temps de lui, et puis j'ai envie de parler d'autres. Si on prend l'anguille, tout le monde la connaît. Hein. Notre anguille, quand on prend les écrits anciens, c'est toujours un poisson qui était décrit avec une grande abondance. On s'est rendu compte, au début des années 80, que l'abondance de l'anguille, elle avait considérablement chuté. Il faut savoir que l'anguille, dans les cours d'eau, alors dits de première catégorie, donc c'est une distinction juridique liée à l'activité de pêche, théoriquement qui repose sur des définitions écologiques, mais pas toujours, c'est des cours d'eau dans lesquels normalement les truites sont dominantes. Dans ces cours d'eau-là, jusque dans les années 80, quand il y avait des anguilles, on les enlevait. Parce que les anguilles étaient supposées entrer en compétition avec les truites, voire même manger les œufs de truites. Bon, ça ne fait pas partie du régime alimentaire de l'anguille, mais enfin, c'est pas grave. Donc, l'anguille, elle est passée, quand on a, au vu des effectifs de ces populations qui se sont cassées la figure, mais complètement à l'échelle européenne, eh bien, elle est passée du statut de susceptible de causer des déséquilibres biologiques, pour prendre les termes actuels, à complètement protégée, puisqu'elle a été l'objet d'un règlement européen. Donc c'est pas une directive, c'est un règlement, c'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre tout de suite des actions pour protéger cette espèce-là. Donc notre anguille, grosse chute. Alors les paramètres, ben là c'est comme pour beaucoup, c'est toujours multifactoriel. Donc dans les paramètres, on va retrouver les conditions de circulation. Parce que quand il y a des barrages, c'est pas cette espèce-là qu'on a cherché à faire franchir en premier, par exemple. On va retrouver la qualité de l'eau. On va retrouver la présence de parasites introduits en fait de manière indirecte par nous, parce qu'on a introduit d'autres espèces d'anguilles qui étaient porteuses de parasites contre lesquels notre espèce n'était pas immunisée. Ce petit parasite, c'est un petit ver. Il se met dans la vessie gazeuse. Bon, nous, on n'en a pas, mais les poissons, ils en ont. Et la vessie gazeuse, ça sert, entre autres, à réguler aussi la dispersion dans la masse d'eau. Quand on est dans la Loire, qui a maximum 7 ou 8 mètres de profondeur, ça va. Mais l'anguille, à un moment donné, elle repart vers la mer des Sargasses. Et ça a été montré dans un programme européen sur lequel le bassin de la Loire a été, on va dire, fleuve repère. Les anguilles, on les a équipées pour ça de balises satellites et on les a relâchées. Alors les anguilles de la Loire, on est allé les relâcher grâce aux affaires maritimes au large de Noirmoutier.
Et elles avaient des émetteurs qui permettaient de savoir à quelle profondeur elles nageaient, parce que l'émetteur enregistrait la pression et la température. Et alors on a découvert des choses formidables, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du continent, et bien notre anguille elle fait des migrations verticales, jour, nuit, hop, alors elle remonte la nuit et puis elle redescend. Et ces migrations verticales, elles peuvent faire jusqu'à 300 mètres. D'accord? Et en même temps, tout ça en s'enfonçant profondément. Toc, 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 pour aller rejoindre, en fait, dans quelques semaines, mois, la mer des Sargasses, où là, elles vont pondre. Donc, le problème, c'est que ces petits vers logés dans la vessie gazeuse, ça a été testé expérimentalement. On a mis des anguilles, enfin je dis on, mais c'est pas moi, hein, c'est des collègues bien sûr. Des anguilles ont été mises dans des caissons hyperbares, avec des températures de l'eau et des vitesses de courant qui simulaient les conditions de migration. Donc certaines étaient avec des petits vers, d'autres sans les vers, et on les a fait nager. Et on s'est rendu compte que toutes celles qui avaient des vers, eh ben, on a calculé la vitesse qu'elles faisaient hein, dans leur grand tube. En fait, elles n'avaient pas réussi à atteindre la mer des Sargasses. Elles n'auraient pas réussi, excusez-moi, à atteindre la mer des Sargasses. Donc les petits vers transportés comme espèces qu'on a transportés d'un continent à l'autre, voilà, ça fait aussi un préjudice particulier pour notre anguille. Il y a des problèmes d'habitat aussi pour l'anguille. C'est une espèce qui colonise pratiquement tous les types de milieux aquatiques. Les cours d'eau, les lacs, les marais, les fossés. Mais quand, pour des besoins de production agricole, on a drainé, asséché des très grandes quantités de zones humides et de marais, ça fait autant d'habitats en moins. Donc si vous avez moins d'habitats, vous avez moins de production de poissons, au sens naturel, hein, et du coup vous avez moins de géniteurs qui vont retourner en mer. Et ça, vous l'étendez à l'ensemble de l'aire de distribution. Alors, ça peut être l'assèchement des zones humides, ça peut être la salinisation des terres, comme par exemple en Espagne, ça peut être l'assèchement de certains cours d'eau, comme en Afrique du Nord, puisque notre anguille, on la retrouve de la Mauritanie jusqu'en Islande, là-haut. Hein. Donc, plein de paramètres très, très nombreux. Alors, intervient aussi, mais pour une petite part, et on n'est pas capable de quantifier, les pêches qui ont pu être faites à certaines périodes, entre autres sur le stade civil, mais pas seulement. Mais c'est loin d'être la majorité. Hein. On a aussi tout un tas de composés chimiques qui sont stockés dans les graisses de l'anguille, puisqu'elle fait des provisions pour pouvoir repartir dans la mer des Sargasses. Une fois qu'elle a quitté l'eau douce, elle ne mange plus. L'anguille, c'est la bestiole qu'on connaisse actuellement, qui est la plus économe en énergie, qui sait le mieux transformer ses réserves lipidiques en énergie. J'ai oublié les chiffres, mais c'est vraiment celle qui optimisait vraiment les choses. Oui, mais quand vous avez des réserves lipidiques qui contiennent certains composés chimiques, et qu'au moment de la reproduction, quand vous fabriquez vos œufs, vous mettez ces produits chimiques dans les réserves énergétiques qui vont faire le bébé anguille, et ben il y en a quelques-uns, c'est carrément mortel. Il y a des petits cocktails qui sont mortels. Donc, c'est pas simple. Hein. Il y a plein de choses compliquées. Donc pour l'anguille, on est dans une phase de réduction. Il y a quelques petites lumières. Depuis 2013, on a une légère augmentation des arrivées de civelles sur le continent européen. Alors, est-ce que c'est dû à toutes les politiques qu'on a pu mener à l'échelle de l'Europe? Pour le moment, on n'est pas capable de le dire. Est-ce que c'est dû à ce qui se passe aussi dans l'océan Atlantique? Parce qu'on sait que, avec le réchauffement climatique, le Gulf Stream, notre grand courant océanique, qui fait qu'il fait bien doux quand même ici en Europe en hiver par rapport à la même latitude sur le continent nord-américain, il a un petit peu changé de place déjà. Donc il y a eu des périodes où les arrivées de civelles, elles étaient super importantes en Écosse, alors qu'avant ils n'en avaient pas spécialement, ou très très peu. Donc il y a déjà plein de choses qui bougent, et c'est compliqué de faire. De dire c'est ça, ou c'est lui. Alors en prenant le cas des poissons migrateurs, tu différencies bien les deux groupes, mais en prenant les poissons migrateurs qui sont très liés à l'hydrosystème ligérien,
À quel point la circulation de ces poissons est-elle importante pour toi? Quel est l'enjeu écologique, mais peut-être aussi l'enjeu humain, l'enjeu alimentaire par exemple, de ces poissons migrateurs? Et pourquoi leur population est-elle si importante? Alors les poissons migrateurs, tous, c'est évidemment un patrimoine naturel. Ce sont des espèces qui, à l'échelle des temps géologiques, ont développé des stratégies de vie, donc qui alternent eau douce, eau salée. Donc je trouve qu'en ça, ils sont vraiment importants parce que on les a choisis en fait comme indicateurs du fonctionnement longitudinal, donc amont-aval, de nos cours d'eau, parce que eux, ils vont faire le lien entre les sources, les parties basses et la mer. Et tout à l'heure, on parlait de mélange, etc. Ben, eux, ils sont là pour faire les connexions. Hein. Ils sont un peu les vecteurs de ce qui se passe dans le cours d'eau. Donc, à ce titre-là, il faut vraiment qu'on en prenne soin. Après, si je prends le cas du saumon de la Loire, par exemple, c'est l'espèce saumon, mais dans l'espèce saumon, les généticiens ont montré que la souche de la Loire, elle avait quelque chose de bien particulier. Elle était unique en son genre. Donc est-ce que nous, les humains, on a le droit de la laisser disparaître? Point d'interrogation. Et c'est pour ça que vous avez des gros moyens, des grands outils qui sont développés à l'échelle de chaque grand bassin versant, à l'échelle de chaque grand bassin versant pour essayer de protéger le saumon. Actuellement, on est l'indicateur qui est utilisé pour évaluer l'efficacité de ces politiques publiques et puis sur les populations de saumon, c'est le nombre de poissons qui sont comptabilisés à la passe à boisson de Vichy. C'est l'indicateur pour le bassin de la Loire, puisque le saumon en fait fréquente majoritairement l'axe allié, et puis on a un tout petit peu qui vont s'enfiler sur l'axe Loire et ensuite aller rejoindre le Morvan dans la roue. Et actuellement, on plafonne autour de 500 poissons par an. Les généticiens ont identifié que le seuil c'était 1000. Il nous en fallait 1000 pour qu'on ait une population qui soit viable génétiquement. Donc, pourquoi tout ça? Je peux vous assurer que tous les compartiments de la vie de cette espèce-là sont étudiés pendant toute sa phase douce. Il y a vraiment des mesures dans tous les sens. Il y a même un modèle qui tourne sur cette espèce-là. C'est pas facile, mais je crois qu'il faut quand même se donner les moyens d'avoir de l'espoir. On approche bientôt de la fin de cette audition. On avait quand même 2 questions qu'on avait envie de te poser dans cette possibilité du Parlement de Loire. Est-ce que d'une part, par rapport à ce qu'on a entendu à l'audition précédente, tu penses qu'on pourrait parler de préjudice écologique actuellement sur la Loire? Ce serait le premier point. Peut-être on prend quelques minutes pour y répondre. Et dans un second point, à quel point les scientifiques qui sont à l'écoute particulièrement des vivants, tels que tu nous le transmets depuis quelques dizaines de minutes, doivent être écoutés? Est-ce que ce sont les experts? Est-ce que ce sont eux qui ont l'expertise nécessaire pour composer une part plus ou moins importante d'un Parlement ou d'une Assemblée qui pourrait nous représenter les vivants aux côtés des humains? Ou est-ce que, en tout cas, il faudrait être à l'écoute des scientifiques? Comment on pourrait l'être davantage? Voilà, 2 grandes questions pour nous aider dans notre projet de fiction. Alors, préjudice écologique, moi j'ai envie de dire la régression de ces espèces-là qui sont emblématiques, qui sont aussi, on n'a pas eu le temps de le développer, mais des ressources culturelles qui sont des ressources alimentaires aussi. Hein. Oui, le fait que on arrive. Il y a beaucoup de pêche aussi. Il y a la pêche. Alors, la pêche, elle est pour le saumon sur le bassin de la Loire, c'est terminé, c'est un interdit depuis 1994, si mes souvenirs sont bons. Il reste de la pêche, mais la pêche, il y a, j'ai envie de dire, d'abord ça dépend des espèces, il y a différents types de pêche. À mon avis, le préjudice, il n'est pas au niveau de la pêche, il est au niveau des habitats et de la qualité des habitats que nous on laisse en place ou qu'on laisse à disposition des espèces. Donc pour moi, le préjudice, il y en a un, rien que dans la qualité des habitats.
hein, tout simplement. Et puis je suis sûre qu'on peut... Alors après, il y a un autre préjudice qui va être, on l'a abordé plus ou moins, celui de la circulation, puisqu'il y a des endroits où ça coince, hein, où ça passe pas du tout, ou alors c'est compliqué pour passer, où ça prend du temps. Hein. Par exemple, où ça passe pas du tout, on va dire, on a des murs un peu... on pourrait imaginer que, bon, même si c'est peut-être pas très... Bon, allons-y. Le barrage de... Je vais pas faire plaisir à certaines personnes, mais tant pis. Le barrage de Descartes, sur la Vienne, c'est un barrage qui est pourtant équipé d'une passe à poissons, mais dont finalement, c'est pas assez opérationnel pour un certain nombre d'espèces. Donc celui-là, on a le droit de se poser des questions sur son usage. Après, il y a des barrages qui vont ralentir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est la répétition des obstacles. C'est-à-dire que vous en avez un, si je reviens sur mon alose, qui est un poisson qui ne sait pas sauter. Elle ne connaît pas le comportement de saut. Le saumon, il sait sauter. Donc, quand vous voulez faire une passe à poisson à alose, vous devez payer. Ça vous coûte 10 fois plus cher qu'une passe à poisson à saumon, d'accord? Et puis si vous avez des anguilles, vous faites encore une troisième sorte de passe à poisson. Parce que l'anguille, elle rampe. Et l'anguille, les gros volumes d'eau, elle a peur, ça ne lui plaît pas. Hein. Donc, vous devez vous adapter et lui faire une passe pour elle. Donc j'en reviens à les endroits où ça ralentit. Vous faites une passe à poisson, au mieux, vous avez 70% des aloses qui passent. 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, vous n'avez plus rien qui arrive en haut. Hein. Donc il y a des barrages, il faut vraiment se poser la question ils ont une fonction pour les humains, mais ils ont aussi des fonctions pour alors j'aime pas le mot non humain, pour les autres êtres vivants, voilà, et pour l'écosystème dans sa dimension physique et chimique. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on réinterpelle, qu'on réappelle, peut-être d'une autre manière. Et puis, ta question dernière, c'était... Peut-être ma dernière question, c'est sur l'importance de la voix des scientifiques. Est-ce que ce sont eux les experts de ce monde autre que celui des humains est-ce qu'ils pourraient être les représentants des vivants? Alors, les scientifiques, oui, mais pour moi, pas tout seuls. Parce que ils n'ont pas la vérité absolue, ils ont une certaine approche, et il y a d'autres acteurs, des ONG, des activités professionnelles, qui vont avoir d'autres visions, d'autres visions. Et pour moi, ça ne peut pas être que les scientifiques. Il faut mettre tout ce monde-là autour de la table, même si c'est déjà fait quelque part, hein, dans certaines instances, mais que les scientifiques ou que les institutionnels, quelque part, je pense que c'est trop restrictif. En tant que scientifique, moi je travaille avec une catégorie d'acteurs qui s'appelle les pêcheurs professionnels fluviaux. C'est un choix qui ne vaut pas que des amis d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais parce que on a des échanges, on a des savoir-faire les uns les autres qui sont complètement différents. On a des savoirs qui sont différents. Et surtout, quand je travaille avec les pêcheries, j'ai un merveilleux outil d'échantillonnage que je ne pourrais jamais me payer en tant que scientifique. Jamais. C'est pas possible. Hein. Et là, quelque part, on construit nos recherches. Il y a des questions qu'on se pose, ils vont nous apporter des éléments, et puis ils vont nous poser d'autres questions, et on va essayer de leur apporter des éléments. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans mon activité. Et je pense qu'il faut continuer à mixer un peu ces choses-là. Après, je peux comprendre que certains acteurs, pour eux, ce soit un petit peu choquant, un petit peu peut-être pas très agréable à entendre, mais je crois qu'il faut garder cette approche qui ne peut pas être que sur un type d'acteur. Très bien, merci beaucoup Catherine Bonneau.